Bonjour à tous. 2 ans sont passés maintenant depuis l'attentat islamiste qui a provoqué la mort de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné par un jeune homme qui lui reprochait d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. 2 ans après, donc nous sommes maintenant 2 ans après, et l'Éducation nationale appelle les enseignants à lui rendre à nouveau hommage cette semaine sous une forme d'une minute de silence, une minute d'échange aussi et de séquence pédagogique. À l'occasion de cet anniversaire, on réouvre le débat sur l'école avec l'historien Yanis Roder qui poursuit son combat pour la défense de l'école républicaine et la laïcité avec un ouvrage qui est intitulé « La jeunesse française, l'école et la République » publié aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Alors les hommages d'il y a 2 ans, on s'en souvient, avaient été émaillés de quelques incidents, parfois assez nombreux d'ailleurs, parfois graves. Vous les évoquez dans ce livre. À quoi avait-on assisté? Est-ce qu'on peut faire un point de ce qui s'était passé à ce moment-là? Oui, alors il avait été demandé donc de faire une minute de silence et puis de faire réfléchir les élèves à ce qui s'était passé. Et le ministère avait recensé, au bout de quelques semaines, puisque l'hommage pouvait être étalé dans le temps, le ministère avait recensé plus de 1000 incidents. 1000 incidents qui étaient remontés au ministère. Parce qu'il faut savoir que c'est du déclaratif. Et que tout ne remonte pas. Voilà, et ça, c'est. Alors, incident, ça peut aller de quel genre d'incident? Ça peut aller d'une moquerie, ça peut aller d'une moquerie à quelque chose de beaucoup plus grave. Il l'a bien cherché, c'est bien fait, on n'insulte pas le prophète, etc. Des choses comme ça. Voilà, ce sont des choses qui peuvent exister et qu'on voit et qu'on entend encore aujourd'hui. Heureusement pas tous les jours, heureusement pas partout, mais ça arrive. Voilà, et donc c'est un éventail très large de ce qui a pu arriver dans les classes. Ça arrive, et puis on a cette dernière affaire du lycée de Mulhouse, dans la banlieue de Mulhouse, où oui, là aussi, alors que c'est un cas assez classique, on va dire. Classique, je ne sais pas, mais en tout cas, la presse régionale a rapporté qu'une élève avait, au cours d'une discussion en classe ou à la sortie de classe, j'ai pas encore tous les éléments, avait dit que voilà, Charlie Hebdo c'était bien fait pour eux, et à la suite de cela, son oncle est venu et a menacé le professeur d'histoire-géographie, encore un professeur d'histoire-géographie, en lui rappelant le sort qu'avait connu Samuel Paty. Très clairement, cela ressemble à des menaces de mort. C'est sûr que là, en tant que professeur d'histoire-géographie, vous êtes un peu en première ligne, j'allais dire, sur toutes ces problématiques. On affronte, on fait front d'abord, et puis on affronte directement ces questions qui sont des questions très sensibles pour certains élèves qui ont une vision de la religion comme étant une vision absolue en fait, et quelque chose qui ne se discute pas, une vérité absolue, complètement indépassable. Et ça pose question, ça pose problème, parce que l'école se retrouve effectivement confrontée à des élèves qui sont convaincus d'être dans leur droit, d'être dans le vrai et dans le juste. Ça devient très compliqué. On sort quand même de la lecture de votre livre assez inquiet, malgré l'énergie que vous déployez, bien J'en suis désolé, à défendre une certaine conception d'enseignement. Il vous arrive, vous aussi, vous le dites, de vous interroger sur les moyens de redresser la barre. L'école de la République n'est plus en mesure, c'est ce que vous écrivez, n'est plus en mesure de répondre à l'une de ses missions originelles, c'est-à-dire l'édification de jeunes républicains. Vous écrivez aussi qu'une partie de la jeunesse fait doucement, mais sûrement, sécession. C'est quand même des termes effectivement très, très forts. Est-ce qu'on peut mesurer l'ampleur du problème, du phénomène? Alors c'est toujours difficile de mesurer. Moi j'ai basé toute la première partie de mon livre sur justement cette question de la jeunesse, sur des enquêtes de terrain faites par des sociologues, mais aussi par des enquêtes faites par des instituts de sondage ou des instituts de recherche comme la Fondation Jean Jaurès. Et ce qui m'est apparu très clairement, c'est qu'on a une partie de la jeunesse conséquente, qui semble ne plus se reconnaître dans ce qui fait la base de notre République française, et notamment dans ces principes de laïcité, parce que elle aurait tendance, me semble-t-il, à penser que le système anglo-saxon, et notamment surtout nord-américain, états-unien pour être clair, serait beaucoup plus libéral. Et dans ce monde, dans notre société, qui est une société où se développe l'individualisme, voire l'hyper-individualisme, eh bien cette société libérale, voire ultra-libérale américaine, semble avoir le vent en poupe dans une partie de la jeunesse. Ça, je dirais que c'est un mouvement assez global d'une grande partie des jeunes. Mais à l'intérieur de ce mouvement-là, vous avez un autre mouvement d'une autre partie de la jeunesse
qui accompagne ce mouvement libéral, mais avec d'autres dessins, c'est-à-dire avec des dessins religieux. Voilà. Et je pense notamment des musulmans en général. Voilà, c'est-à-dire les jeunes Français musulmans qui, pour une partie d'entre eux, il s'agit pas ni de généraliser ni encore moins d'essentialiser, mais pour une partie d'entre eux, eh bien, vont utiliser, instrumentaliser cette propension à la libéralité, on va dire, au libéralisme plutôt, pour faire avancer leurs idées et leur façon de vivre leurs préoccupations religieuses. Les sujets qui donnent lieu à contestation sont bien connus, vous les citez dans le livre, donc le principe de laïcité lui-même, bien sûr, mais aussi toute une liste de sujets que le ministère appelle d'un doux euphémisme les questions socialement vives. Alors, l'histoire de la colonisation, la guerre d'Algérie, les génocides des Arméniens et des Juifs, le conflit au Proche-Orient, le sionisme, l'antisémitisme et le complotisme, et plus généralement les questions touchant aux religions, à la croyance en particulier, sans parler des cours de gym ou de piscine mixtes. Comment est-ce que vous faites avec tout ça, Yanis Roeder, pour arriver quand même à faire court, et est-ce que les choses se passent bien? Oui, alors vous savez, ce que je crois, moi, c'est que les cours se passent bien quand les professeurs sont bien formés. Vous savez, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'un bon prof, c'est un prof qui est fort dans sa discipline, fort d'abord sur son thème, dans sa matière. On ne forme pas uniquement des pédagogues, on forme d'abord des savants. Et ces savants vont devenir des pédagogues. Je suis convaincu de cela. Ce qui se passe dans ce qu'on appelle les contestations, qui parfois n'en sont pas d'ailleurs, parfois ce sont des questionnements un peu naïfs, un peu maladroits de certains élèves, je n'édulcore pas, il y a aussi des contestations. Mais tout n'est pas contestation. Et un enseignant se retrouve parfois un peu décontenancé face à des questions qui peuvent paraître évidentes ou des questions qui peuvent paraître agressives. Et il faut tout son savoir d'abord dans sa discipline, puis après tout son savoir qu'on a construit de pédagogue pour être capable de répondre aux élèves. Ça demande énormément de formation. Ce qui manque parfois aux enseignants en histoire, aux jeunes en tout cas. Surtout aux jeunes enseignants, bien sûr, aux jeunes enseignants. Qui ont en plus... Vous savez, j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, le président de la République parler des enseignants. Est-ce que finalement la question est-ce qu'on doit recruter des enseignants à bac+5 ? Mais évidemment qu'on doit recruter des enseignants à bac+5. Il faut recruter les enseignants les mieux formés possibles. Le seul problème, c'est qu'on les paye mal. Donc du coup, ceux-là qui sont à bac+5, quand ils font des maths par exemple, ils vont chercher ailleurs. Parce que commencer sa carrière à 1 800 € net, quand on a bac+5 en maths, ça devient compliqué. Par exemple, alors prenons l'exemple sur les thèmes qui nous intéressent, sur le sionisme. Là, qu'est-ce qui fait que le fait de bien connaître cette histoire-là vous permet de mieux faire face aux contestations? D'abord, je crois savoir ce qu'est le sionisme. Et figurez-vous qu'il y a beaucoup de gens, je ne vais pas vous apprendre ça ici, qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ce qu'est le sionisme, qui ignorent que le sionisme, c'est un mouvement de libération nationale, c'est un mouvement qui permet la libération, j'emprunte ces mots à Georges Bensoussan, la libération du sujet juif. Il faut expliquer cela, il faut expliquer aux élèves ce que ça veut dire, il faut expliquer quelle était la vie des juifs, ce peuple sans État, et que le sionisme est né dans cette Europe des nations et des nationalités, et des nationalités naissantes, que c'est un mouvement nationalitaire exactement comme les autres. Mais vous savez, il y a une grande méconnaissance du sionisme en France, parce que les Français, d'une manière générale, connaissent très mal le judaïsme. Et pour beaucoup de Français, le judaïsme serait l'équivalent du catholicisme, c'est-à-dire une religion. Ouais. Mais c'est bien plus que ça, nous le savons, le judaïsme. Et donc, il y a cette méconnaissance. Et ce n'est pas par hasard que le sionisme est né en Europe de l'Est, où le judaïsme, le fait d'être juif, relevait d'une nationalité. Et ça, il faut l'expliquer, il faut le savoir, il faut le comprendre. Vous savez, moi, je forme des profs au mémorial de la Shoah. Souvent, on leur apprend aux profs que juif, non, c'est pas simplement une religion, que dans certains États, c'était une nationalité. Et là, c'est une découverte pour beaucoup. Dans la liste du ministère, il y a complotisme aussi. Alors ça, le complotisme, c'est quelque chose qui développe, on le voit vraiment tous les jours, les vidéos, etc. Est-ce que vous sentez que cette mentalité-là, de dire que finalement tout ça est manipulé par X ou Y, qu'on ne peut plus se fier finalement aux informations générales, est-ce que vous constatez que ça s'est développé aussi beaucoup et ça rend plus difficile peut-être la tâche? Je n'irai pas jusqu'à dire que le complotisme s'est développé chez mes élèves, mais ce que je crois voir, c'est une propension à une méfiance accrue
vis-à-vis des informations qu'ils reçoivent, avec cette incapacité à faire la différence entre ce qui relèverait d'une information vérifiée par un grand média, Le Monde.fr. Mes élèves n'achètent pas malheureusement le journal papier, mais Le Monde.fr ou un grand site d'information généraliste, et une fake news qui se balade sur les réseaux sociaux. Ils ont du mal, mes élèves, à faire la différence et donc à hiérarchiser les informations. Tout le rôle de l'école, justement, c'est de leur apprendre cela aussi et de faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'EMI, c'est-à-dire de l'enseignement aux médias et à l'information, comment on construit une information, comment elle est construite. Sauf qu'avec les réseaux sociaux, ça complique aussi. Ça complique beaucoup, bien sûr, mais c'est aussi le rôle de l'école de faire cela. Mais vous savez, si on réfléchit bien, l'école, elle a beaucoup de rôles et peu de temps en réalité. Alors, je vais parler maintenant peut-être du fond, parce que finalement, globalement, on pourrait aussi imaginer qu'il y a donc un choc des valeurs qui se produit au sein de l'école, notamment croyance contre croyance, valeurs républicaines contre lois révélées. Finalement, la difficulté, c'est comment on peut arriver à faire de la position laïque une position qui resterait surplombante, sans qu'elle-même devienne à son tour une croyance parmi d'autres, finalement. C'est ça qui est difficile à faire passer, sans doute, aussi. Je ne pense pas que ce soit difficile, parce que justement, je pense que, évidemment, la laïcité et la République, ce sont tout sauf des croyances. Ce sont des propositions, en fait. Et donc, une proposition, par définition, on en fait ce qu'on veut. Une croyance, non, on n'en fait pas ce qu'on veut. Une croyance, elle est donnée avec un dogme, et on suit le dogme puisque l'on croit. Et la laïcité, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité, en tout cas la laïcité à l'école, c'est la possibilité offerte à tous les enfants de France qui choisissent l'école publique de se voir, la possibilité offerte de l'émancipation vis-à-vis des déterminismes qui sont les nôtres. C'est-à-dire, je suis né dans une famille où on était croyant, par exemple, où on avait telle culture, telle origine, voilà, tel milieu social, etc. L'école va me donner la possibilité de m'ouvrir au monde par la confrontation d'abord avec des camarades qui ne pensent pas nécessairement comme moi, d'où la nécessité de la mixité sociale, parce qu'aujourd'hui la mixité sociale, il ne faut pas se cacher les choses, aujourd'hui c'est la mixité culturelle en réalité, quand il y a la mixité sociale, mais aussi avec les savoirs qui sont donnés par l'école et que je n'aurais pas nécessairement eu chez moi. Et donc l'école offre la possibilité de la découverte, donc de l'émancipation. Et donc ce n'est pas un dogme, l'école, ce n'est pas une croyance, ou la laïcité, ce n'est pas une croyance, c'est la possibilité offerte de l'émancipation, parce que l'école laïque ne demande pas l'adhésion, elle propose à chacun d'en faire ce qu'il veut. Travaux pratiques. Vous racontez que lors d'une séance sur la laïcité, l'un de vos élèves vous a dit si la laïcité c'est la liberté, pourquoi on n'a pas le droit de porter le voile ? Effectivement, question difficile. Qu'est-ce que vous avez répondu ? Alors, pourquoi on n'a pas le droit de porter le voile ? La commission Stasi, qui a été réunie par le président Jacques Chirac en 2004, a décidé, à l'unanimité sauf une voix, celle de Jean Bobéro, de faire voter, enfin de proposer au président de la République, Jacques Chirac, une loi. Celui-ci a suivi. Pourquoi ? La raison qui avait été invoquée par la commission Stasi, et j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça avec Patrick Weil, qui était membre de la commission Stasi, c'est le refus, ou plutôt le fait de protéger les jeunes filles des pressions. Et si une seule jeune fille subit une pression en France pour porter un vêtement religieux, la loi se justifie. Pourquoi ? Parce que justement l'école, c'est la respiration, comme dit la philosophe Catherine Kinsler, c'est un espace de respiration laïque. On n'est plus déterminé par ce qu'on est au premier abord chez nous, mais on passe du stade d'enfant au stade d'élève. Avec ce que ça veut dire, on va s'élever. Et justement, pour s'élever, il faut être dégagé de toute pression, des déterminismes, mais aussi des pressions extérieures. Mais alors comment vous dites ça aux élèves ? Parce que là, vous à peu près comme ça, de manière plus accessible sûrement, parce qu'ils le comprennent bien. Et je leur parle de notion de déterminisme, ils comprennent. Oui, c'est-à-dire ce qui fait. Vous savez, quand on parle de déterminisme avec les élèves, je leur dis voilà, qu'est-ce qui fait que tu es croyant ? Mes parents croient. Voilà, ça c'est un déterminisme. Donc on leur dit voilà, est-ce que tu as choisi de croire ? Non. Est-ce que c'est donc une liberté ? Non. Et l'école, elle te propose la liberté. Tu en fais ce que tu veux. La liberté de sortir, non pas de ta croyance, parce que l'école, elle n'est pas là pour éradiquer la croyance, pas du tout. La laïcité, c'est pas l'athéisme, c'est pas la même chose, mais elle te propose de découvrir autre chose que ta croyance t'aurait permis de découvrir si jamais tu n'étais pas allé à l'école. Et après, tu en feras ce que tu veux. Donc la vraie liberté,
c'est celle offerte par l'école et la laïcité. C'est pas celle de porter un vêtement religieux. Et ça marche en général. Enfin, Ils le comprennent. Oui. Et en même temps, je crois que c'est très important de leur dire, l'école ne demande pas l'adhésion. Je veux dire, on n'est pas là pour leur dire c'est comme ça qu'il faut penser. Et ça, c'est important de le répéter. Vous savez, je crois que c'est aussi important de le répéter aux professeurs. Et voilà, à tous les professeurs, notamment aux jeunes professeurs. L'école n'est pas là pour endoctriner les élèves. Elle est là pour proposer, pour les confronter à la science, parce que l'école ne fonctionne que sur un enseignement scientifique, c'est-à-dire vérifiable, et donc a priori acceptable par tous, et c'est la différence avec la foi. Et donc, ça c'est très important parce que ça montre que d'abord l'enseignement est rationnel, il est pour tous et il ouvre au monde. C'est ça l'école républicaine, et tout cela est possible grâce à la laïcité. Voilà. Et donc c'est très important, et je m'arrête là-dessus, c'est très important de présenter la laïcité justement comme une liberté, et non pas comme le pensent malheureusement trop majoritairement les élèves, parce que c'est l'image qu'on peut leur renvoyer, comme une coercition, une interdiction. Vous savez, quand vous parlez laïcité aux élèves, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est l'interdiction du voile. Voilà, en tout cas les miens. C'est comme ça qu'ils pensent, et ils pensent d'abord comme ça. Et je leur dis non, c'est la liberté. C'est la liberté qui t'est offerte. Tu en fais ce que tu veux. Personne n'interdit à une jeune fille de porter le voile dans la rue. La laïcité, c'est la liberté de conscience, donc la liberté de croire, de ne pas croire, et de changer de religion, et la liberté de culte. Et ça, c'est garanti par la Constitution, puisque la République est une république laïque. Yanis Roeder, merci beaucoup. La jeunesse française, l'école et la République, livre très intéressant et très documenté aussi sur tout ce qui se passe en ce moment autour des sujets dont on vient de parler. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre attention.